Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Miasme, le premier de l'année 2018. Donc dans ce numéro 74, quelques petits changements. Déjà l'émission devient bimensuelle, c'est-à-dire qu'elle va paraître une fois toutes les 2 semaines, le prochain numéro étant prévu le 31 janvier. Ensuite, c'est Dino maintenant qui va co-animer l'émission avec moi. Et donc qui sera présent pendant toute l'émission. D'ailleurs, il prendra en charge, on va dire, l'interview des chroniqueurs. Voilà. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que nous allons toujours avoir un auteur à chaque magazine. Ce soir, par exemple, nous invitons Jérôme Maniarski, que vous avez eu l'occasion de rencontrer lors des 2 dernières rencontres hors du commun, celle sur François Ier et sur son trésor caché. Et voilà, je voulais en savoir un petit peu plus sur la personnalité de Jérôme. Et enfin, ce magazine est un numéro spécial réponse, on va dire, à l'attaque que l'on subit de la part de la confrérie des Pouces Rouges. Alors pour ceux qui auraient entendu parler de cette confrérie du Pouce Rouge et qui voudraient savoir qui elle est réellement ou pas, je vous invite à regarder la vidéo de Didier de MDD TV Divulgation qui a tracé un portrait de cette confrérie, de ses membres, quels sont leurs objectifs, comment est-ce qu'ils procèdent, et puis qui donne aussi quelques pistes. En tout cas, ça vous donnera une bonne idée de ce que représente cette menace de la confrérie du Pouce Rouge. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé cette émission la menace de la pensée unique. J'aurais pu aussi l'appeler la tyrannie de la pensée unique, voilà, afin de vous sensibiliser sur le sujet, et puis que vous puissiez nous aider à régler ce problème. Alors la façon, elle est très simple, hein. C'est vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications dès que les vidéos sont sorties, et puis si les vidéos vous plaisent, vous mettez systématiquement un pouce bleu. Ils ne sont qu'une centaine, vous êtes des milliers, donc à partir du moment où vous êtes plus nombreux, le ratio sera largement en notre faveur, et on n'entendra plus parler de cette confrérie dans très peu de temps. Allez, trêve de bavardage, Magnéto Serge. Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Miasme. Et ce soir, j'ai le plaisir de co-animer cette nouvelle saison d'émission pour 2018 avec mon ami Dino. Salut Dino. Salut Antoine, comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Donc voilà, ça y est, on est parti pour 6 mois d'aventure jusqu'à cet été. Et puis on a décidé, suite, on l'avait annoncé la fois dernière, suite au départ de notre ami Sylvano, que voilà, tu allais te lancer aussi dans une animation plus présente, on va dire. Et puis être là pour interviewer avec moi les chroniqueurs, les invités, etc. etc. Ben oui, c'est ça, je suis très curieux de pouvoir discuter avec toutes sortes de gens. Alors ce soir, par contre, c'est vrai que comme c'est un peu le début, et puis on enregistre un 5 janvier, les gens ne sont pas encore rentrés de vacances, etc. Donc on aura comme invité un invité que j'ai enregistré au mois de décembre, et que vous avez découvert à travers les 2 dernières rencontres hors du commun, c'est Jérôme Maniarski. Voilà, comme ça on apprendra un petit peu à découvrir un peu plus qui il est et comment est-ce qu'il en est arrivé à être auteur. Et puis nous aurons aujourd'hui, je crois, tous nos chroniqueurs. Amel sera là, Philippe, Aurore, et enfin Lily, qu'on aura aussi enregistré. Voilà. Et puis, Dino, comme tu t'en es rendu compte, en ce moment on a quelques soucis. Et puis
on voulait en parler avec un petit peu entre nous et puis avec nos auditeurs. C'est le fameux groupe La Confrérie du Pouce Rouge, ce groupe qui se sont autoproclamés juges de la pensée unique, on va dire, sur Internet. Tu sais, dis donc, ça me fait penser à un roman qui s'appelle Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, où il y avait voilà, une espèce d'autodafé des ouvrages, la liberté de penser. Ceci dit, les nazis faisaient ça aussi hein, en 1930, ils brûlaient les livres sur la place publique. Et j'ai l'impression que c'est ça, voilà. On a des gens qui se sont proclamés les Judge Dredd de la pensée, savoir qu'est-ce que vous, auditeurs, vous aviez le droit de regarder ou de ne pas regarder. Et puis, à partir du moment où on est sur leur liste noire, ils ne prennent même pas la peine de regarder la vidéo finalement. Hein. C'est-à-dire que leur système est très simple, c'est très bien huilé d'ailleurs comme système. Hein. C'est-à-dire que dès que vous mettez une vidéo en ligne, ils ont, on va dire, un groupe de discussion où ils vont cibler la vidéo. Du coup, ils vont mettre 300, 400, 500 pouces rouges dans l'heure qui suit la mise en public, ce qui fait que les algorithmes de YouTube vont venir déréférencer la vidéo, et vous n'allez plus avoir dans vos annonces et dans vos pop-up le fait que telle vidéo est sortie, etc. Alors j'en ai pour exemple celle avec Elisabeth de Caligny qui est sortie le 1er janvier sur le Mont Saint-Michel, un sujet, ma foi, où il n'y avait rien de dangereux, où elle parlait des mythes historiques autour du Mont Saint-Michel, et ils ont donc spammé cette vidéo de pouce rouge. Du coup, les algorithmes de YouTube ont fait en sorte qu'elle ne soit plus suggérée, et si je n'en avais pas discuté par exemple avec Elisabeth, je n'aurais jamais su que la vidéo était sortie, alors que je suis abonné à la chaîne. Voilà. Donc tu voulais aussi, toi, en parler de ce phénomène, parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, quoi. On ne comprend pas l'intérêt. Mais pour préciser aussi dans ce que tu disais, ils peuvent même mettre des likes en quelques secondes en fait et des dislikes aussi, puisqu'il y a des entreprises qui légalement te permettent d'acheter des likes et des dislikes. D'après ce que j'ai compris, c'est pas un groupuscule très nombreux, c'est pas des centaines de milliers de personnes, ils sont quelques centaines maximum. Et peut-être ça peut aiguiller certains ou ça peut donner l'idée à certains. Entre autres, les gens qui ont instigé cette confrérie, dans les membres qui ont instigé cette confrérie, nous avons Gigantoraptor qui fait des vidéos sur YouTube et qui n'est autre que le fils de Carla Bruni. Donc, sans faire de politique, on ne va pas aller jusque-là, mais ça va très bien avec l'idée actuelle de Monsieur Macron, c'est-à-dire la politique de la pensée, la politique sur le journalisme, sur l'information, etc. Et donc, ils vont pas se contenter de faire des algorithmes et des robots sur YouTube et sur Internet pour trier la pensée. Ils vont aussi former des gens comme vous et moi pour venir nous emmerder, en fait, nous empêcher de penser, nous empêcher de se poser des questions. Il faut pas se poser des questions, il faut penser absolument comme on nous l'a demandé. En fait. Pour toi, ce serait carrément politisé, c'est-à-dire ce ne serait pas des geeks à lunettes. Mais c'est des geeks à lunettes, c'est des geeks à lunettes. De toute façon, c'est des geeks à lunettes. Ça va dans ma chronique. Je veux dire, qui d'autre, à part des geeks à lunettes ou des frustrés de la vie, peuvent faire ça? Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui a envie de faire ça concrètement. Non, il faut être un no-life quasiment. En fait, il faut passer son temps sur les réseaux sociaux à troller, à chialer, c'est comme je pense que pour une grande partie de ces gens-là, c'est comme un exutoire en fait, parce que leur vie est terne, métro, boulot, dodo, sûrement en plus pour la plupart ils sont jeunes, donc il y a l'école, il faut faire les devoirs, le lycée, l'université, etc., les amis, sortir le soir, boire un coup, tout ça ils sont pas capables de gérer. En fait, ils sont même pas capables de ressentir qu'est-ce qui pourrait leur apporter le bien-être en fait. C'est pour avoir du bonheur, pour être dans le bien-être, il faut développer ses capacités intellectuelles, il faut développer ses capacités sociales, il faut développer ses capacités de partage, d'entraide, de compassion, il faut développer l'amour, en fait, le respect, etc. Et je pense sincèrement que des gens qui passent leur journée, ou qui passent ne serait-ce même qu'une heure ou deux par jour, à aller sur des réseaux sociaux ou ailleurs,
dicter la pensée des autres, dire non, lui, ce qu'il dit, c'est de la connerie. Donc, comme moi, j'estime que c'est de la connerie, ben, il faut le faire taire. D'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là, s'ils décident que nous, ou disons les youtubeurs entre autres, qui essayent de diffuser un message qui est différent du message mainstream, il faut bien comprendre que ce message-là est l'inverse de ce que eux considèrent comme la vérité. C'est l'antithèse de leur thèse à eux. C'est-à-dire qu'ils ouvrent un livre, de biologie, ils ouvrent le journal, ils regardent la télévision, et ça, c'est la réalité. Donc nous sommes dans l'irréalité. Donc il faut nous faire taire. Parce que c'est à cause de nous, selon eux, qu'on crée tout ce marasme, tout ce miasme ambiant, en fait, hein, que la pensée, elle part à volo, etc. Et en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, c'est qu'ils sont malheureux, et c'est eux qui font l'inverse de ce qu'ils voudraient, en fait, combattre, en fait. Et moi, j'estime que des gens comme ça, ils méritent pas vraiment d'intérêt en soi, en fait. Il faut passer son chemin, en fait. Il faut pas je veux dire, moi, quand je marche dans de la merde, hein, ben, je m'essuie les pieds et puis c'est fini. Je veux dire, je vais pas rester avec mon caca sur ma chaussure. Eux, c'est pareil. Il faut les imaginer de la même façon. C'est comme un caca sur la chaussure, en fait. Mais parce que intellectuellement, ils ne valent pas mieux. Alors, vous allez dire, je suis dans le jugement. Mais en fait, je suis pas dans le jugement. C'est eux qui sont dans le jugement. Nous, ce qu'on fait, c'est exposer des idées, exposer des arguments. Alors, peut-être des fois, c'est légendaire, peut-être des fois, c'est pas la réalité, etc. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce qu'après, on va dire que on leur donne pas la parole. Alors, ceci dit, on leur a donné la parole. Hein. Mais ils se la donnent eux-mêmes, en fait. Hein. Oui, mais moi je les ai invités dès leur première attaque sur la chaîne, c'était sur l'émission avec Amel et Emeric sur les crânes de cristal. J'ai eu l'occasion de discuter avec, en tout cas, le représentant officiel des Pouces Rouges, la confrérie du Pouce Rouge, et je l'ai invité à venir discuter avec nous pour qu'il nous explique un petit peu ses arguments. Grosso modo, toutes nos chaînes dites alternatives, nous serions en fait des dangers pour leurs enfants. Nous serions des dangers pour les personnes qui sont faibles psychologiquement et qui n'ont pas la capacité de prendre du recul sur ce qui est dit. Alors, est-ce que ces arguments sont recevables ou pas ? Ah ben, complètement, mais pour eux, c'est pour eux, vraiment. C'est-à-dire ce qu'ils décrivent comme étant des personnes faibles, incapables de jugement, etc. Ils se décrivent en fait. Mais c'est pas par animosité que je dis ça, c'est simple par simple constatation. Je veux dire, moi, quand quelqu'un me dit quelque chose que j'estime être dans l'erreur ou que j'estime ne pas correspondre à ma façon de voir, à mes idéaux, etc. Je vais pas dans le jugement. Je dis pas lui c'est une merde, faut qu'il se la ferme. Non. Je suis pas d'accord avec lui, je passe mon chemin et je vais écouter quelqu'un d'autre. Donc, je pense que ce qu'ils décrivent comme étant des personnes à difficulté, qui ont des difficultés à raisonner, des difficultés à faire la part des choses, etc. Parce que nous, justement, pourquoi on fait des vidéos, pourquoi on parle de ces sujets-là? Parce qu'on fait la part des choses, ou en tout cas, on essaye de la faire. C'est-à-dire, on peut voir du paranormal, on peut voir du mystérieux, on peut voir du scientifique, on peut voir du social, du politique. Moi, j'ai pas d'idée arrêtée. J'ai jamais cru, je crois, ne pas t'avoir entendu dire des âneries ou prendre parti sur tel et tel sujet. La plupart du temps, tu es quand même quelqu'un de neutre, qui est ouvert d'esprit, qui est à l'écoute de toutes sortes de personnes. Dans l'émission, je veux dire, les gens, ils ont qu'à regarder l'émission, ils vont bien voir que tu donnes la parole à toutes sortes de gens. Des fois même, d'une émission à l'autre, la personne que tu vas inviter, ben, elle va dire exactement en tout cas, elle va parler de quelque chose qui est le contraire de l'invité d'avant. Et je veux dire, et je pense que la pluralité de l'information, la pluralité de la réflexion, la pluralité des questionnements permet justement de faire la part des choses entre ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Et je pense que ces gens-là, malheureusement, ben, ils sont pas prêts en fait. Ils sont prêts à voter Macron, ils sont prêts à continuer à regarder le foot. En tout cas, je suis pas dans le jugement parce que moi j'aime bien le sport, etc. Bon, j'aime bien même la politique. Macron, c'est compliqué quand même. Mais je veux dire, c'est des gens qui font ce qu'on leur demande, en fait. C'est des gens qui font ce qu'on leur demande. La télévision leur demande de devenir des gens prudes, de devenir inquisiteurs de son voisin. Il faut que j'ai un mot à dire sur telle et telle personne. Il faut absolument que je sois dans le jugement. Le problème, c'est ça. C'est parce que les gens sont dans le jugement. Donc, comme ils sont dans le jugement, ils sont incapables de faire la part des choses. Ils jugent, donc ils peuvent pas réfléchir. Ouais, non, mais c'est ça. En fait,
De toute manière, c'est le principe de la pensée unique, c'est-à-dire qu'ils jugent que ce que eux pensent être valable, c'est ce qui est bon à regarder pour tout le monde, et à partir du moment où tu sors de leur pensée à eux, il faut le jeter à la poubelle. Alors après, je comprends qu'il peut y avoir effectivement certaines émissions qui peuvent, sur certaines chaînes, poser souci, qu'il y ait certaines personnes qui soient peu crédibles, etc. Mais tout le monde a comment dire, suffisamment d'intelligence pour pouvoir voilà, faire le bon tri et pouvoir se dire ben non, cette chaîne elle est pas bonne, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, je vais voir ailleurs. Je ne vais pas perdre mon temps à regarder des trucs qui ne m'intéressent pas et qui sont complètement surtout que YouTube ou Facebook, il y en a du choix. Je veux dire, si tu veux être un bon mouton et continuer à croire ce que la télévision te dit, tu dois en avoir des centaines, mais des centaines de pages Facebook qui vont relayer les informations qui t'intéressent à toi. Donc, je comprends même pas pourquoi ils vont aller s'embêter, perdre du temps, de l'énergie, se fatiguer, s'abîmer l'esprit et l'âme contre nous. Alors que nous, enfin, je veux dire, on n'a rien contre eux. Je veux dire, tu crois ce que tu veux. Je suis le dernier à dire, lui, il croit ça, alors c'est un imbécile. Non, crois ce que tu veux. Je vois pas pourquoi on irait embêter les autres. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, si on reprend l'exemple de Miasme TV, nous, on essaye d'inviter plusieurs courants de pensée de façon à ce que chacun puisse se faire sa propre opinion. Moi, je pars du principe que quelle que soit l'information que je reçois, c'est curseur au milieu, j'attends d'avoir soit suffisamment de preuves pour croire que cette information est crédible, ou soit le contraire, avoir suffisamment de preuves pour me dire que cette information n'est pas crédible. Puis tu es bien obligé de te questionner pour avoir une réponse sur... Enfin, je veux dire, il faut bien que tu penses à un sujet pour avoir une réponse dessus. Tu peux pas juger simplement en disant non, ça m'intéresse pas ou je veux pas. Tu peux pas. Surtout que leur principe de fonctionnement, pour que vraiment vous compreniez bien, parce que j'ai eu quelques discussions avec des gens qui ne comprenaient pas, qui disaient oui, mais peut-être que s'ils ont mis des pouces rouges, c'est qu'ils ont trouvé l'émission nulle. Mais le problème, c'est qu'ils ne la mettent pas après l'avoir visionnée, ces pouces rouges. C'est que l'émission, à peine elle est sortie, au bout de 5 minutes, vous attrapez 200, 300, 400 pouces rouges. Et donc, comme votre ratio pouce bleu, qui doit être d'une dizaine au bout de 5 minutes, pouce rouge, qui est de 200 au bout de 5 minutes, quand vous faites le ratio, eh bien forcément, on bascule dans une émission qui doit surtout pas être suggérée par YouTube, et du coup qui est effacée des algorithmes de YouTube. Et c'est en ça où on peut pas dire qu'ils ont apprécié ou pas les émissions. C'est par défaut, ils mettent des pouces rouges pour être sûr qu'on ne parlera pas de l'émission, même si ça se trouve, l'émission va complètement dans le sens de ce qu'ils pourraient penser sur certains sujets. Et c'est là-dessus où c'est complètement aberrant. C'est aberrant, donc je vois même pas ce qu'il y a. Tu vois, tu te dis toi-même, c'est aberrant. Qu'est-ce que j'ai à rajouter avec l'aberration ? En fait, c'est de la logique et c'est basique. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est logique et basique? C'est de se poser des questions et de ne jamais aller dans le jugement. C'est-à-dire, tu as une information, tu te dis, tiens, voilà, alors, ok, j'en ai jamais entendu parler. Bon, tu peux conclure qu'à la fin, cette information est fausse. Mais qu'est-ce qui va t'empêcher? Pourquoi ça va t'embêter que d'autres prennent la même information que toi et estiment que, à leur jugement à eux, que, tiens, ça peut être intéressant ou ça peut être vrai. Il est où le problème? Voilà. Donc, monsieur des pouces rouges, si vous avez des frustrations, allez faire du sport, allez faire de la musique, sortez, jouez aux jeux vidéo, je sais pas, faites quelque chose de distrayant. Mais ce que je veux dire, ils perdent leur temps et leur énergie. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie à parler d'eux, en fait. C'est déjà suffisant d'avoir fait 10 minutes pour leur consacrer 10 minutes, c'est déjà trop, en fait. Voilà. Ouais, mais bon, c'était quand même nécessaire, surtout qu'en dernier exemple que l'on va donner, c'est le rencontre hors du commun numéro 33, intitulé « Le cancer, la science du XXe siècle, s'est-elle trompée ?» Bien, cette émission, à peine sortie, déferlante de pouces rouges, et pourtant, je l'ai réalisée avec le docteur Jacques Laurent, qui est un praticien, qui a eu 50 ans de pratique, donc 50 ans d'expérience, qui n'a d'ailleurs pas été radié de l'ordre de la médecine, parce qu'on pourrait dire, oui, mais non, il a été jusqu'au bout de sa pratique, il est aujourd'hui à la retraite, et il nous fait part de son expérience. Et vous voyez, la bêtise finalement de cette confrérie, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis à abattre,
on ne va pas réfléchir, on ne va pas se poser de questions, on y va. Et ils vont même pas chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. En fait, c'est même pas le message le plus important pour eux, c'est le messager. C'est-à-dire qu'ils voient une information, ils disent qui est le messager? Ah non, ce messager-là, non. En fait, ils focusent sur la mauvaise chose. C'est aussi simple que ça. Ils focusent sur le messager, alors que le plus important, c'est le message. Voilà. Et j'ai un autre exemple, tiens, là, qui me vient à l'esprit. C'est la dernière vidéo d'Arcana, hein, les mystères du monde, qui parlait du mythe arthurien. Il s'est pris 300 pouces rouges. Non, c'est ça. Walt Disney, ils ont le droit de faire des dessins animés sur Arthur, mais toi, tu n'as pas le droit d'en parler. Ouais, c'est ça. Et pourtant, lui, ce n'est qu'une approche historique qu'il fait. Bon. Donc, je crois que vous l'aurez compris. Si vous posiez des questions, parce que vous avez sûrement entendu parler de cette confrérie des pouces rouges, hein, du pouce rouge, excusez-moi, je ne veux surtout pas égratigner leur nom, vous avez compris que ce sont des petits fachos, hein, tout simplement, de la pensée unique, et ils sont là pour faire de l'autodafé numérique. Et donc le seul moyen que l'on va avoir pour lutter contre ces gens-là, eh bien, c'est qu'à partir du moment où vous êtes abonné à nos chaînes respectives, et que vous avez regardé notre vidéo jusqu'au bout, eh bien, mettez systématiquement un pouce bleu, au moins qu'on puisse rétablir cet équilibre avec les pouces rouges et que leur action soit inutile et soit effacée. Voilà. Après, on leur veut pas de mal, ils font ce qu'ils veulent, ils s'occupent comme ils veulent dans leur vie. Si leur kiff, c'est de venir nous embêter, eh bien voilà, grand bien leur face. Mais le problème, c'est que ils atteignent quand même leur but, dans le sens où les vidéos, du coup, ne sont plus référencées. Et donc, aujourd'hui, on est plus de 6000 abonnés. Sur Arcana, il est plus de 18 000 abonnés. Sur Nurea, ils sont plus de 30 000 abonnés. Et on est tous attaqués. Voilà. Donc, si chaque abonné mettait un pouce bleu à chaque fois qu'il regarde la vidéo, eh bien, je pense que la confrérie du pouce rouge, dans moins de 2 mois, on n'en entendra plus parler. C'est clair. Voilà. En tout cas, on referme cette parenthèse sur ce sujet. C'est vrai qu'on commence 2018 avec un gros coup de gueule. On espère que 2018, ça sera beaucoup mieux que ça. En tout cas, nous, on s'engage à continuer à vous faire des émissions de qualité avec des intervenants de qualité que l'on sélectionne et puis voilà, avec qui on partage leur expérience et leur savoir. Et puis voilà, on verra où est-ce que ça nous mènera. En tout cas, eh bien, on va accueillir nos amis Amel et Aurore qui viennent d'arriver. Bonjour Aurore. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bonne année Aurore. Merci, vous aussi. Bonne année à vous. Bonjour Amel. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Belle année à tout le monde. Merci à vous aussi les filles. Eh bien, nous allons accueillir Aurore qui va nous parler du nouveau magazine Flow, le numéro 21, c'est ça? Oui, tout à fait. Absolument. Alors, c'est le numéro 21 qui a une très jolie couverture. Une couverture qui fait penser un petit peu à cette période encore festive, parce qu'on a envie de la faire durer, cette période festive. Je ne sais pas toi, Dino, mais en tout cas, moi, j'ai envie de la faire durer un petit peu, cette période festive. Moi aussi, tu vois. En plus, les vacances des enfants ne sont pas terminées pour moi, fait que je suis encore là-dedans. Donc, on est encore en période de fête, on est encore dans cette période, on a envie qu'il y ait encore des petites étoiles autour de nous, d'avoir justement ce beau mon cœur, ça nous fait du bien, ça met des couleurs, surtout dans cette période hivernale où il fait nuit, il fait froid. En tout cas, ici, là où je suis à Lille, il pleut beaucoup. Il fait très froid et beaucoup de vent. Donc, avoir encore des petites lumières allumées comme ça, c'est vraiment très beau. Et le titre, en fait, sur la couverture de ce magazine, c'est marqué « Il est possible de mettre de la magie dans chaque chose ». Et je le crois vraiment profondément. Donc ça, déjà, ça donne quelque chose qui va nous inspirer pour pouvoir puis l'emmener avec nous à la maison et puis de se plonger dans ce magazine pour retrouver un peu de cette magie et la garder un peu plus près de soi encore pendant quelques temps. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce magazine, c'est qu'on a une belle surprise vers la fin du magazine. On a 365 jours de flow. C'est à feuilleter, en fait. Alors, je vous montre. Voilà, vous voyez ces petits cartons comme ça.
Alors, il y a des petits, à l'intérieur, des petits trous comme ça, et on peut mettre des petits fils, comme on préfère, des petits cordons, et on les garde avec nous. Et pour chaque jour de l'année, il y a une phrase. Et ça permet justement de s'inspirer un tout petit peu et voilà, déjà parce qu'il y a des très très belles phrases déjà pour commencer. Et par exemple, si je prends le 19 janvier, il y a une phrase qui dit: Il n'y a aucun ami aussi fidèle qu'un livre. Et ça, c'est de Ernest Hemingway. Donc, cet écrivain américain, voilà, pour moi, voilà, ça fait déjà plaisir de lire des petites choses comme ça. Alors, est-ce que vous avez une date en tête, peut-être, Dino, Amel et Antoine, juste comme ça, en passant? Tiens, c'est sur l'année entière, c'est ça le calendrier? C'est toute l'année en fait? Oui, 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 l'année Donc, le 4 entière. avril. Donc, on peut choisir une date. Le 4 avril. 4 avril, c'est un joli papillon pour toi, Dino. Et c'est marqué: le cueillir, quel dommage, la laisser, quel dommage, à cette violette. Voilà. Ah ouais, ben tu vois. Et c'est de Naojo, auteur de Haikyus, entouré de mystères. Voilà, pour le 4 avril. Et c'est marqué des belles rencontres. Peut-être qu'il y a des belles rencontres qui t'attendent pour le 4 avril, Dino, peut-être. J'en veux tout le temps des belles rencontres. Et Amel, tu avais choisi quelle date? 14 février. Alors, c'est marqué: tu crois être une goutte d'eau dans l'océan. En réalité, tu es un océan dans une goutte d'eau. Oh, C'est vraiment très, 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 très beau. beau Et pour c'est les de Rumi, un poète persan. Ah, voilà. Waouh, t'as très bien choisi. Bon, et puis, alors Aurore, je te coupe juste 2 secondes, parce que du coup, on va accueillir Philippe qui vient d'arriver, puis on va en profiter pour lui demander à lui aussi quelle est sa date préférée. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine, salut à tous. Salut. Salut! Alors, est-ce que tu as une date à donner à Aurore pour voir ce qu'elle représente par rapport aux informations qu'elle a dans le magazine Flow? D'accord, 31 juillet. Pour Philippe, c'est marqué: le voyageur voit ce qu'il voit, le touriste voit ce qu'il est venu voir. C'est pas mal, ça fait réfléchir. Donc, le voyageur voit ce qu'il voit, ce qu'il est venu voir. Et c'est de Gilbert Keith Chesterton. Alors, le mot, c'est un écrivain britannique. Je n'ai pas très bien prononcé son nom de famille. Mais en tout cas, ça fait réfléchir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe. Ouais, en fait, 31 juillet, c'est ma date de naissance, alors c'est pour ça que j'ai dit ça. D'accord. Après, j'ai pensé à Antoine. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Parce que c'est marqué, voilà, il y a des recettes avec des brioches aériennes, du pain au chocolat surprise, des sablés bretons revisités. Voilà. Et donc, on a des recettes vraiment excellentes. Ça fait vraiment envie. Il y a des pains d'épices, des chouflés, hein, coco. Et les images en font de plaisir juste en les regardant. Elles sont vraiment belles. Donc voilà, ça c'est la partie recette du magazine. Et c'est pas à la fin, c'est au milieu. Hein. Voilà, juste comme ça pour juste en passant. Et dans ce magazine, encore une fois, il y a des très belles images hein, dans Flow comme d'habitude. Il y a vraiment de très très belles choses. Et on a des photos d'artistes comme là, je regarde lors d'une séance photo en 1972, il était très très jeune à l'époque, et on a des images comme ça, tout le magazine avec John Birkin, voilà, belle rencontre, ça donne envie vraiment de s'y plonger, et puis des phrases, encore une fois, très 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 belles dans ce magazine, et plein plein d'articles, donc moi je peux que conseiller vivement ce magazine, après je peux encore en parler longtemps hein, si vous voulez. Et il y a une phrase aussi qui est très belle qui dit: apprendre une bonne nouvelle n'est jamais perdre son temps. Donc c'est beau ça. Donc on a toujours la possibilité d'apprendre une bonne nouvelle. Dans ce magazine, on y parle de compassion, on y parle de se faire plaisir, de rêverie, de vivre sa vie. Je ne sais pas si vous serez capable de tout quitter pour partir vivre ailleurs. Est-ce que vous le feriez? Oui, Déjà tout de suite. fait. Oui, moi, j'ai pas peur de voyager. C'est plus, c'est pas la distance, c'est pas l'endroit, c'est plus toi, comment tu te sens quand tu veux. Pour voyager, en fait, c'est plus ça l'important. Je l'ai déjà fait 3 fois, donc oui. D'accord. Tout quitter. Ah, c'est super.
super. Voilà. Philippe Oui, je aussi? l'ai fait aussi, ouais. D'accord, c'est super. Bon, justement, elle a aidé dans le magazine trouver son équilibre, rêver ou vie de rêve. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour un jour changer de vie et qu'est-ce qu'on est prêt à faire aussi pour réaliser ses projets et que ça reste pas au stade du rêve, mais que ça puisse vraiment se concrétiser. Donc, je souhaite vraiment à tous les lecteurs de ce magazine et aussi à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, de un jour réaliser les rêves, les cacher un peu dans un tiroir, les ressortir pour cette année 2018. Ça serait vraiment formidable. Je vous le souhaite. Eh bien, merci Aurore pour nous avoir parlé de ce magazine qui se veut qui veut garder cette image de Noël, cette magie, comme tu disais au début de ta chronique. Puis j'espère que ta prochaine chronique sera toujours de la même façon, c'est-à-dire avec cette bonne humeur, tu vois, que tu transpires la bonne humeur et la joie de vivre. Et pour cette première émission de l'année, ça va. J'espère que cette émission-là, ce sera l'archétype de toutes les émissions avec toi. Ah, mais merci du fond du cœur, c'est super gentil. Merci beaucoup, beaucoup. Mais vous y êtes aussi pour quelque chose, hein, vous tous. Hein. Merci Aurore. Voilà, et donc Amel, toi, tu voulais nous parler des huiles essentielles détoxifiantes, c'est ça? Du détox. Ça va faire du bien, ça, comme tu disais, après les fêtes. Voilà, cure drainage post-fête. Voilà l'idée. Mais pas que les huiles essentielles. Hein. Je voulais aussi présenter quelques cristaux qui sont, on va dire, assez méconnus du public et qui sont très, très, très intéressants à découvrir aussi pour bien commencer l'année. Alors, en termes d'huile essentielle, hein, il y a la rubrique au lendemain d'un repas copieux, hein, pour continuer dans le fil conducteur de ce que disait Aurore tout à l'heure, hein, pour les gourmands qui ont bien mangé. Il y a 3 huiles essentielles dont je vais vous parler. L'huile essentielle basilic, qui est une huile essentielle tonique digestive, qui est bonne pour quand on a des ballonnements, hein, ou quand on est un peu barbouillé, hein, tout simplement. Il y a une petite recette, parce que je donne toujours des petites recettes avec les huiles essentielles. Hein. C'est 2 gouttes dans un petit peu d'huile d'olive, parce que personnellement, je suis fan d'huile d'olive. Hein, et il faut appliquer sur l'abdomen après le repas. C'est pas à avaler celle-ci. On le présente de cette manière, l'huile essentielle de basilic. Ensuite, il y a l'huile essentielle de menthe poivrée, 1 goutte sur un demi-sucre. Ça aide aussi à digérer quand on a un repas copieux, juste après le repas copieux. Ou en 3e recette, hein, l'huile essentielle de citron bio évidemment, parce que ça stimule la fonction hépatique. Là, on fait un petit massage plusieurs fois par jour au niveau du ventre, au niveau de l'estomac, et ça fait vraiment du bien. Vous pouvez associer le basilic à l'estragon, 2 gouttes de chaque dans de l'huile végétale et on l'applique également sur l'abdomen. Donc, vous choisissez parmi toutes les recettes que je viens de dire, ce sont des recettes huile essentielle après repas. D'accord? Repas copieux, hein, bien sûr. Hein, quand vous mangez normalement, pas la peine. Les consignes sont les suivantes. Il faut que les personnes ne soient pas des personnes intolérantes ou allergiques aux huiles essentielles. Ça, c'est normal. C'est déconseillé et c'est totalement interdit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 8 ans. On dit 6 ans, mais moi, je trouve que les enfants de 7 ans sont encore bien sensibles aux huiles essentielles. Après, on va partir sur d'autres huiles essentielles. L'huile essentielle, la rubrique détox. Alors, la partie, là, je viens de dire ballonnement, mal de ventre, tu vois. Maintenant, c'est drainage. Petite recette. Hein. L'huile essentielle de citron. Je vois qu'Aurore, elle note soigneusement, alors je vais aller tout doucement. L'huile essentielle de citron, c'est 2 gouttes le matin sur un support. Support, c'est un petit peu de pain, un yaourt, une tisane, enfin le support que vous voulez. 2 gouttes le matin. Si vous choisissez du thé, vous le faites avec du thé vert, c'est très bien. C'est un bon alliage. 2 gouttes d'huile essentielle de citron dans du thé vert et on le fait pendant 3 semaines. Il faut savoir que l'huile essentielle de citron est dermocaustique, donc elle réagit à la peau. Donc, il ne faut surtout pas l'appliquer sur la peau. Ça, c'est vraiment pas bon. Et il faut faire attention quand on a des soucis de fluidification sanguine parce que c'est extrêmement fluidifiant. Voilà.
Par exemple, les femmes qui ont des règles, tu vois, très conséquentes, elles ne doivent pas se tourner vers cette petite recette parce qu'elles risqueraient d'avoir encore plus de sang et du coup de perdre beaucoup plus de minéraux. C'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas de soucis au niveau de la fluidité de leur sang. Ça évite les formations des calculs rénaux et des calculs au niveau de la vésicule. Ensuite, je regarde Aurore qui note comme une élève scolaire. Bravo Aurore. Petite recette que je fais personnellement. Donc, ce que je viens de te dire pour l'huile essentielle de citron, c'est uniquement pendant 3 semaines. Hein. C'est une cure. D'accord? Pas au-delà. Autre cure, mais celle-ci ne dure que 15 jours. Donc, il faut faire des choix. Hein. Une goutte de citron, toujours en huile essentielle. Une goutte de menthe poivrée. Une goutte de romarin à verbenone. Note le nom, romarin à verbenone, chère Aurore. Une goutte de géranium d'Égypte. On mélange ces 4 gouttes donc dans une cuillère. On les applique sur un support. Support, encore une fois, c'est un petit bout de pain. Tu vois, c'est quelque chose de neutre, hein, pas de sucré ou quoi. Et on le prend à jeun tous les matins sur 5 jours sur 7. Donc, du lundi au vendredi, on fait une pause le samedi et le dimanche. Et on le fait pendant 15 jours. C'est la cure qui est à vivre, je dirais, quand on veut vraiment se détoxifier après les fêtes. Et bien commencer l'année. Et faire du bien à son métabolisme, pancréas, foie, rate, etc. Mais j'avais une question, en fait, je me demandais, est-ce que toutes ces cures, est-ce qu'on peut en cumuler? Est-ce qu'il y a des problèmes de synergie dus à ça? Mettons, je sais pas si tu mets, c'est une par une absolument ou ouais, hein, c'est une cure par une cure. Oui, c'est une par une. Tu choisis en fait celle avec laquelle tu te sens le mieux. Soit si tu n'as pas envie d'être, on va dire, dans la contrainte, tu vas choisir la cure de 15 jours qui va du lundi au vendredi, par exemple. Parce que tu sais que ce n'est pas très contraignant. Si par contre, tu as vraiment envie d'aller très loin dans le nettoyage du métabolisme, tu fais une cure de 3 semaines. Mais effectivement, tu sais ce qu'on dit, hein, l'excès, c'est l'ennemi du bien. C'est ça, ouais, bah oui, bien sûr. C'est l'expression qu'on a. Et du coup, tu disais aussi au début les premières huiles que tu nous décrivais, tu disais que c'était déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge. Oui. Peux-tu nous donner une raison ou deux pour ça? Pourquoi Parce que c'est la sensibilité, en fait? C'est leur sensibilité. Non, c'est parce que les huiles essentielles contiennent des substances qui sont tout simplement toxiques. Par exemple, une femme enceinte, si elle absorbe des huiles essentielles, elle peut soit, il y a des huiles essentielles qui sont avortives, il y a des huiles essentielles qui peuvent tout simplement donner des problèmes neurologiques au bébé ou autres. Et pour les enfants, c'est pareil. Leur système, leur métabolisme n'est absolument pas prêt à digérer et assimiler la charge, je dirais, chimique contenue dans les huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles, c'est pas des recettes de grand-mère, tu vois. C'est vraiment des éléments, par exemple, dans des huiles essentielles, tu as de la cétone, pas de la cétone en un mot, de la cétone. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement dangereux pour un enfant, tu vois, par exemple. Donc, les huiles essentielles et les enfants, c'est totalement prohibé. Il n'y a que quelques rares huiles essentielles, comme la lavande, comme la rose, mais ce sont quelques rares huiles essentielles qui vont aux enfants. On n'applique pas une huile essentielle sur la peau parce que tu as une réaction allergique aussi. Tu disais après, il y en a qu'on peut ingurgiter aussi. Voilà. Mais par exemple, la menthe poivrée, j'ai un souvenir quand j'étais jeune, à l'école primaire, quand après les repas, le midi, tu n'étais pas bien, etc. Ben, des fois, il t'amenait, on n'avait pas vraiment d'infirmerie, donc il t'amenait dans une petite salle, puis il te donnait une espèce de petite goutte de menthe poivrée sur un sucre pour t'aider à digérer. Donc, je me rappelle de ça. Donc là, tu vois, par exemple, celle-là, elle était non nocive pour les enfants, par exemple. Voilà, mais une goutte et ponctuellement. C'était tellement fort, je me rappelle, en plus, quand il nous l'a donné, genre le sucre, il était… D'un coup, c'était dans la bouche, là, c'était la diffusion. Mais entre la menthe verte et la menthe poivrée, tu vois, tu as des huiles qui ne réagissent pas du tout pareil, hein, et elles sont considérées comme digestives. Mais tu sais, maintenant, aujourd'hui, avant, les gens se permettaient, les grands-mères, les parents, se permettaient beaucoup de choses avec les huiles essentielles et les plantes et autres. Mais aujourd'hui, avec toutes les protections,
Ah oui. Il y a des phrases clés qui sont « c'est déconseillé aux femmes enceintes, c'est interdit aux enfants parce que tu te préserves, parce que tu sais pas si l'enfant va faire une Bien sûr. réaction, tu sais Carrément. pas, voilà, tu vois. Donc moi, je pars du principe que l'enfant, je l'ai pas en face de moi, Non, donc c'est sûr. je pars du principe, ben, les enfants, vous travaillez avec des cristaux, vous travaillez avec peut-être des tisanes, enfin, moi je sais pas, hein, ça c'est l'aspect, c'est le monde de Philippe, je dirais. Mais en termes d'huile essentielle, principe de précaution, c'est pas autorisé. Voilà. Il y a l'huile essentielle de camomille, par contre, pour les enfants. Tu vois, quand les enfants sont nerveux, quand ils ont l'estomac noué, quand ils sont inquiets ou angoissés, on applique de l'huile essentielle de camomille diluée dans de l'huile végétale sur le ventre de l'enfant D'accord. parce que c'est un antispasmodique. Tu vois? Ok, ouais. Donc, il y a des moyens de contourner, mais il y a des façons de faire. Un enfant, on ne lui donne pas une goutte d'huile essentielle dans la bouche. Moi, je le fais avec mes filles. Par exemple, quand elles ont des rhumes, tu vois, un peu de Ravinsara, mais une toute petite goutte. La mini goutte, tu vois, la goutte, j'essaie même de la couper en deux, tu vois, pour qu'il y en ait le moins. Mais parce que c'est extrêmement, tu l'as dit toi-même, très fort en bouche, et etc. Et donc, imagine ce que ça fait pour un adulte. Alors, un enfant, Non, c'est sûr. C'est sûr. il n'est pas le sang, tu vois. Mais là, il faut savoir comment son enfant réagit et à quoi il est allergique, intolérant et ce qu'il peut accepter ou non. Parce que la règle politiquement correcte dit c'est interdit pour tous, alors qu'en fait, c'est à toi de savoir le faire ou pas. Comme d'habitude, en fait. Voilà. D'accord. Comme d'habitude, exactement. Mais tu vois, on a tous le souvenir de la goutte de menthe poivrée dans la bouche. Ouais. C'est une recette bien ancestrale, hein. Et d'ailleurs, ben, si tu le vois bien dans les pays maghrébins, ils finissent bien leur repas par du thé à la menthe. C'est Parce vrai. qu'en fait, C'est vrai. le thé à la menthe a des vertus digestives. Mm. Voilà. Ouais, moi j'avais la goutte de pastis 51 sur le sucre, mais à mon avis, c'était pas pour la même chose. Ouais, ouais. Dans ces cas-là, t'as c'est quoi l'opium? Non, pas l'opium. Comment ça s'appelle? Si, c'est Non. ça, c'est la grosse drogue qu'il prenait Baudelaire, je crois. Comment ça s'appelle que tu mettais sur l'absinthe. l'absinthe, c'est ça. Et Excuse-moi. Tu vois. Et donc, au niveau maintenant des pierres, de la lithothérapie, de quelle pierre voulais-tu nous parler aujourd'hui? Ah, ben ça, c'est ma deuxième volet. Alors, je voulais vous parler de quelques pierres qui ne sont pas très, très, très connues. Alors, on va rester sur la thématique de l'Italie, tiens. On va parler d'une pierre qui s'appelle la vésuvianite. T'as vu? Regarde, hop, Aurore, elle note. J'en savais que tu allais le faire, Aurore. Je vais t'envoyer mes fiches, hein, si tu veux, Aurore, ce sera plus simple. Donc, alors la vésuvianite, hein, facile à comprendre, elle vient du mont Vésuve. Pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, d'Italie. C'est une pierre qui a une spécificité. Je vais dire les deux choses qu'elle fait, hein. Elle aide les personnes claustrophobes, tu vois, c'est quelque chose de spécifique. Elle aide les personnes qui souffrent de claustrophobie à dépasser leur claustrophobie. Ne me demande pas pourquoi et comment, mais ils se sont rendus compte en faisant des études, hein, que quand tu mets cette pierre dans l'espace d'une personne qui souffre de claustrophobie, sa phobie diminue petit à petit. Donc, c'est assez chouette. Ce qui est toujours bien dans l'aspect digestion, puisqu'on est toujours dans notre dimension digestive, c'est une pierre qui soutient la digestion. Elle travaille sur les reins et la vessie. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, physiologique. Et pour l'aspect plus énergétique, c'est une pierre qui unit le cœur et la volonté. On dit qu'elle active le chakra du plexus solaire et qu'elle harmonise le cœur. Donc, elle travaille sur ces deux sphères. Cœur et plexus solaire. Donc là, on a l'estomac noué. Ouais. Tu vois les tensions? C'est une pierre qui va travailler pour harmoniser ces deux sphères. La vésuvianite. Tu as une question dessus? Non, mais je vais peut-être l'essayer parce que moi, je suis claustrophobe en ascenseur. Donc, alors voilà, tu vois, elle vient d'Italie. C'est intéressant de voir. Elle est très. Ah oui, alors tu la portes sur toi, tu me raconteras. Au Moyen-Âge, elle était connue pour combattre les pensées négatives et nous aider à abandonner les liens émotionnels négatifs. Donc, essaye-la, vésuvianite. Tu vois, encore un rapport avec l'Italie. Donc ça, c'est une petite chose. Une autre pierre dont j'avais envie de vous parler, c'est la labradorite dorée. Alors, tout le monde connaît la labradorite.
tu vois, qui est une pierre verte, qui est considérée comme la pierre du thérapeute. Et il existe une variété dont le seul gisement au monde se trouve au Mexique, qui est la labradorite dorée. Alors, la labradorite dorée, elle travaille sur le détachement des influences négatives. Comme elle est dorée, elle travaille sur la vitalité aussi. Elle travaille sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et comme tu sais, je reste toujours dans ma thématique stomacale, intestinale, je dirais au niveau du ventre et du système digestif, bah, la labradorite dorée soutient également le système digestif, c'est-à-dire les personnes qui sont ballonnées, tu vois. Donc, c'est une pierre qui a tout à fait sa résonance au mois de janvier. Et je vais te parler de la dernière pierre. Alors, celle-ci, je te la montre parce que je l'ai juste à côté de moi. Vous voyez à quoi elle ressemble? C'est une croix parfaite. Elle a été travaillée, oui. Non, pas du tout. Tu la trouves comme ça dans la nature. Incroyable. Elle est magnifique, hein? Voilà. Elle est là, le côté c'est du silicium d'aluminium, en fait. Hein. Et cette pierre-là s'appelle la chiastolite. Alors, ça s'écrit chiastolite. Désolée pour le début, mais c'est chiastolite. On dit que c'est une pierre ancienne qui porte le pouls de la terre, puisqu'en fait, elle est en croix parfaite. Tu la trouves partout dans n'importe quel continent ou c'est dans des endroits bien précis? Non, Amérique, continent Amérique, et c'est tout. C'est tout là où tu la trouves, principalement. Amérique du Nord, Amérique du Sud, un petit peu en Europe, mais pas vraiment, puisque c'est pas vraiment là son espace de prédilection. C'est une pierre de protection, hein. C'est une pierre d'équilibre, c'est une pierre de centrage, et elle est extraordinaire pour les personnes qui sont anxieuses. Parce que justement, les personnes anxieuses sont, entre guillemets, déséquilibrées émotionnellement, forcément, puisque l'anxiété est un déséquilibre émotionnel. Et cette pierre aide vraiment à s'ancrer. Alors, comme par rapport ne serait-ce qu'à sa forme et à son énergie, elle te relie vraiment au sentiment de terre. Et moi, je l'avais expérimenté quand j'ai des états où je peux éprouver, comme tout à chacun, des moments d'angoisse ou d'insécurité. Je vous assure que au fur et à mesure, ça, tu sais, ça fait comme si une pression qui redescend. Tu sens vraiment que le calme s'installe en toi et c'est extraordinaire comme sensation. C'est une pierre qui est très, très puissante et on dit qu'elle est aussi fortifiante pour les personnes qui sont malades. Alors moi, je dis toujours que cette pierre, c'est une pierre à mettre dans la chambre des personnes qui sont malades parce que justement, comme elle est structurante, elle va travailler sur leur système psycho-énergétique pour permettre à ce que leur corps se restructure pleinement. Voilà. Par contre, particularité, c'est que c'est une pierre qui se charge énormément, comme une éponge, évidemment. Et donc, elle a besoin de se décharger, de se recharger. Donc, la mettre à la terre. C'est pas une pierre solaire, c'est une pierre de terre. Voilà. Eh bien, merci Amel. On se dit donc rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine chronique. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à vous. Et donc, Philippe, qui voulait nous parler aujourd'hui du chardon-marie. Voilà, Silybum cardius myrianum. Voilà, donc le Silybum cardius myrianum, c'est le chardon-marie. Alors, moi, pour faire les tisanes, je récolte souvent les feuilles, les fleurs et les fruits. Pour les tisanes, en sec, je parle. Après, si je fais une alcoolature, je vais prendre tout le totem de la plante, tout ce qui est sur place, comme d'habitude. Et donc à macérer 44 jours, etc. Le chardon-marie, il est surtout utilisé aussi, on l'a dit, pour le système biliaire, système hépatique, etc. Mais aussi, il est très tonique, cholagogue. Alors, quand je dis cholagogue, c'est-à-dire qu'il facilite l'élimination de la bile. Là, ce que tu as dans le foie, là, ça facilite en fait. C'est un drainant. Il enlève les métaux lourds. Alors, il est très bon aussi pour les carences en phosphore. Il est riche en oméga 3. Donc, il a vraiment beaucoup de qualités. Donc, il élimine aussi tous les métaux lourds comme le fer, comme je disais, l'aluminium. Il est bon aussi pour les dégénérescences nerveuses, comme Alzheimer et perte de mémoire. Il est aussi bon aussi pour la sclérose en plaques, il faut le savoir. Il est très utilisé aussi pour ça. Et donc, on peut aussi le manger en salade. Mais là, c'est pareil. Comme tu sais, le chardon-marie, il a beaucoup de piquant. Donc, c'est à prendre les jeunes pousses, les tendres. Parce qu'autrement, dans la bouche, c'est impossible à manger. Après, moi, j'ai créé un mélange pour le foie.
parce qu'on s'est concerté avec Amel donc pour parler justement après les fêtes, hein, pour se purger un peu et enlever, pour éliminer tu vois, toutes les toxines que tu as eues pendant tous les repas, etc., tous les excès. Donc moi j'ai créé un mélange qui s'appelle plante à la fois. Et oui, parce que tous mes mélanges commencent par plante, hein, plante à la fois, plante à la détox, plante à la sérénité, etc. Donc sur celui-là, j'ai mis 10 plantes, hein, ce qui est vraiment énorme. C'est le seul. Donc dedans, j'ai mis bien sûr le chardon-marie, je les ai notés là. La chelidone, chelidorium, ça veut dire hirondelle. Elle, c'est vraiment le système hépatique, vraiment dans toute sa splendeur. Le eupatoire chanvrine, Eupatorium cannabirum, qui lui va aussi drainer ce système hépatique. Le pissenlit qu'on retrouve bien sûr, hein, comme d'habitude, parce que lui, il va justement fluidifier tout ça, enlever les métallures, les toxines, etc. Donc dedans aussi, j'ai mis la chicorée sauvage et l'artichaut sauvage. Alors je privilégie toujours les sauvages par rapport à ce qui pousse dans le jardin, parce que pour moi, elles ont beaucoup plus de qualité et elles sont beaucoup plus efficaces pour moi, parce qu'elles résistent à tous les temps. Après, j'ai mis des feuilles d'olivier qui, elles, sont là pour monter les défenses immunitaires. Le fumeterre qui, lui, va aussi aider justement dans les déchets, les toxines, mais aussi il va participer à fortifier le cœur. Parce que quand tu élimines, tu as le cœur qui justement il s'emballe, il fatigue. Donc lui, il est là pour le fortifier et remettre tout en état. Dedans aussi, j'ai mis les feuilles de noyer qui, elles vont stimuler à refaire de l'insuline au pancréas. Pour ceux qui ont du diabète, je le conseille fortement. Le chien-dent qui, lui, va ouvrir les émonctoires, justement pour que tout puisse être éliminé dans les selles ou dans le pipi, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment créé un mélange qui est vraiment complet et qui est fait vraiment pour se détoxifier et se purger après, après les fêtes. Ça, c'est vraiment extraordinaire. On peut le prendre au printemps. C'est une véritable potion magique. Voilà. Tu deviens super, t'as des super pouvoirs après, j'imagine. Ah, c'est une remise en œuvre de la quincaillerie, c'est bon. Non, mais après, au moins, t'es requinqué, quoi. T'es un petit peu remis à neuf. Bon, après, j'ai d'autres mélanges, hein, comme plante à la détox. Philippe, c'est sous quelle forme? C'est tisane ou c'est collature comme... Là, c'est un mélange de tisane, c'est-à-dire j'ai mis 10 plantes dans le même mélange. C'est le mélange où j'ai mis le plus de plantes. Alors, je les ai choisies en fonction de leur qualité et de leur spécificité par rapport à ce qu'elles font dans le corps. Et ça se passe comment? T'envoies, c'est des petits sachets que tu vends, c'est ça? Non, là, il est assez grand. Il fait 60 grammes. C'est un gros paquet. Alors, moi, dans mes paquets, je les coupe le moins possible. Parce que plus tu coupes une plante, ou si tu la broyes, et moins elle a de vertu. En fait, tu casses les molécules. Donc, en fait, je les coupe le moins possible. J'essaye de les émonder le moins possible. Dans celui-là, il n'est pas très évident parce que, comme je t'ai dit, le chardon-marie, il a des piquants et l'artichaut sauvage aussi. Donc, quand tu le prends avec les doigts, il vaut mieux y faire un peu attention. C'est juste ça, en fait. Il est donc aussi très amer. Tout ce qui est bon pour le foie, il faut le savoir, c'est très amer. Comme, par exemple, on peut prendre quoi comme exemple le fumeterre. Non, oui, le fumeterre ou le radis noir. Le radis noir qui est très acidifiant et lui, il est très amer. On fait aussi du sirop de radis noir pour la toux, pour les enfants. C'est excellent, ça. Il y en a plein comme ça. Il y a aussi le miel d'arbouze. Le miel d'arbouze, il a une particularité, c'est que si jamais tu le trouves bon, c'est que tu as le foie qui est fatigué. Si tu le trouves amer, c'est que ton foie, il va bien. Et c'est la seule particularité, c'est le seul miel qui fait ça. Donc, je donne une petite parenthèse pour le miel parce que je suis un amateur de miel, comme le manuka, etc. J'en ai plein chez moi. J'adore le miel. Et donc, voilà, je donne des petites pistes pour les gens qui puissent aller vers telle et telle chose qui peut leur apporter. Après, il faut toujours écouter son corps. Et là, c'est pareil. C'est apprendre un laps de temps parce que les plantes, elles sont là pour nous aider. Comme une béquille, quand on se casse une jambe, quand on en a fini, on pose la béquille et si ça refait mal, on reprend la béquille. Mais en aucun cas, il faut abuser des plantes ou de quoi que ce soit parce que dans la nature, les plantes, en fait, tout est poison et rien n'est poison.
tout dépend de la dose. Tout est à portée de main et tout est fait pour nous, en fait. Exactement. Satisfaire. Il suffit juste d'y réfléchir. Ouais, c'est vrai. Il suffit juste de s'y intéresser, vraiment de s'informer et de dire ah ben tiens, ça fait ça pour moi, ça c'est bon. Et en fin de compte, on peut se guérir avec n'importe quoi. Du pissenlit, c'est magique. Le plantain, si tu te coupes, tu mets juste du plantain, hop, c'est réglé l'histoire. Même pour la toux, le plantain, c'est magnifique. Enfin, voilà, tout est là, tout a été mis à notre portée. Vraiment, c'est magique parce que toute cette création, elle a vraiment été faite pour nous, quoi, en fait. Donc, c'est un peu idiot d'aller dans un truc où on nous fait croire je sais pas quoi et en fait, on redevient encore plus malade qu'avant. Donc, je donne les pistes, même si j'ai pas la chose que je vends, je donne toujours une piste où la personne peut l'acheter, etc. Et puis c'est tout, quoi. Il y a pas à faire autre chose. Après, on a une époque des hommes où, heureusement pour nous, toutes les plantes qu'il y avait autour de nous et toutes les substances ont été testées. Et donc maintenant, il n'y a plus de risque de s'empoisonner puisque la plupart des gens ont déjà référencé toutes les plantes que tu connais. Je veux dire, toi la somme, tu dois en découvrir par toi-même, mais j'imagine que la quasi-totalité des plantes, il y a bien quelqu'un qui a fait un livre avant et qui en a parlé. Tu vois. Donc heureusement qu'il y a eu des tests et que ces gens-là, ils se sont dit, ils ont été curieux pour revenir avec les pouces rouges, en fait. Heureusement qu'il y ait des gens curieux pour essayer des choses, en fait. Heureusement, continuez à essayer parce que c'est dommage, en fait. On passe à côté, surtout dans la nature, tu vois, avec les plantes, tu le vois toi tous les jours. Hein. La nature est faite pour nous. Tout ce qu'il y a, c'est à portée de main et c'est pour nous. Donc autant s'en servir. Oui, c'est vrai, tu as raison, tout a été, enfin quasiment tout a été référencé, il ne faut pas dire tout, parce qu'on en découvre tout le temps. Même en France, il y a environ 1500 plantes médicinales, mais ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait des mousses, des lichens, etc., qui faisaient des vertus différentes par rapport à d'autres. On ne peut pas comparer, par exemple, du lichen de chêne avec du lichen de hêtre, etc., parce que c'est pour ça qu'on dit qu'il y a diverses lichens, pourtant, c'est que du lichen. Tu vois, c'est comme le gui. Le gui, c'est juste une seule plante, mais il suffit qu'il pousse sur le chêne, il va pomper la sève du chêne, donc automatiquement, il aura aussi les vertus du chêne par rapport au hêtre. Donc, voilà, les vertus sont totalement différentes, et pourtant, c'est une seule et même plante. La plante par excellence et qui fait tout, à part le ménage, c'est l'ortie. Je peux t'assurer, j'en ai déjà parlé sur une chronique et je la conseille si personne vraiment n'a pas quoi que ce soit dans ses mains, si elle trouve de l'ortie, c'est la plante par excellence. D'ailleurs, il y a une de nos auditrices qui allait dans ton sens et qui disait qu'elle la pressait même pas à froid, l'ortie, elle prenait la feuille, elle la roulait dans le sens du poil, de façon à ce que le poil soit à l'intérieur du petit rouleau, et puis elle l'a mastiqué. Bon, j'ai trouvé que c'était assez... Non, mais par contre, ça fonctionne. Ah ben oui, ça doit fonctionner, mais faut pas envie d'essayer. Mais bon, voilà. En tout cas, même comme ça, on peut y arriver. Exactement. Eh bien Philippe, écoute, je te remercie pour cette première chronique de l'année. Donc je rappelle d'ailleurs ton site, pour ceux qui seraient intéressés pour ce détox, c'est plantalarose.com. Et puis j'en profite aussi pour rappeler le site d'Amel qui est quantum.org. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations qu'elle nous a données. Eh bien, messieurs, dames, merci. Moi, Dino, ce que je te propose, c'est que l'on retrouve immédiatement notre invité, donc Jérôme Maniarski, que l'on a enregistré au mois de décembre, et puis qui nous parle un petit peu de son parcours pour devenir auteur. Jérôme Maniarski, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les rencontres hors du commun numéro 31 et 32, concernant le code secret de François Ier et la révélation du trésor caché. Il était accompagné d'ailleurs avec Didier Qualac. Voilà. Allez, Jérôme. Bon, eh bien, Jérôme, donc, je souhaitais te voir ce soir afin de te présenter au public de Miasme TV, parce que tu es donc un auteur de thrillers, comme on dit, ésotériques, dont le dernier s'appelle L'héritage des rois. Et cet héritage des rois, il est basé sur les recherches de Didier Qualac, qui a fait toute une recherche sur le trésor de François Ier, l'héritage de François Ier. Voilà.
Et donc, toi, tu es parti sur ces recherches-là pour pouvoir développer, avec toute l'imagination et tout le talent d'un auteur, combler les trous de ce mystère et puis faire ton propre développement autour de ce mystère. Alors, si on veut en parler 2 secondes de ce fameux héritage de François Ier, sans spoiler tout le livre et puis toute l'émission que l'on va faire, qu'est-ce qu'il en est? Alors, ce qu'il en est, effectivement, j'étais en 2007 en train de finir d'écrire mon premier roman quand j'ai lu le travail de Didier, son documentaire, hein, son livre qu'il avait lui-même fait publier. Et à la fin de son livre, après avoir pris connaissance de toutes ces découvertes, je me suis dit immédiatement que c'était un super sujet à un roman. Et je savais que je m'engagerais dans les prochaines années à en écrire un sur le thème de son travail. Donc c'est arrivé comme ça. Après, je l'ai contacté, on s'est rencontrés, on est devenus amis. Et j'ai travaillé bien sûr de mon côté, mais on a aussi travaillé ensemble en partie sur ce roman-là. Et l'héritage des rois est né du coup en 2015 pour sa première version éditée, on va dire en auto-édition, et en 2017, en mai dernier, sur sa version librairie. Entendu. Alors le pitch en 2 mots de cette histoire. Le pitch, donc c'est le héros qui va se rendre à Chambord pour une visite du château et qui va commencer à avoir des flashs, à voir des choses qui lui viennent assez étranges. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même assez ouvert d'un point de vue spiritualité et faculté extrasensorielle. Et du coup, il va se rendre compte que Chambord recèle un sens caché, quelque chose qui est sous-jacent dans son architecture. Et petit à petit, il va inviter ses amis à le rejoindre pour étudier la piste qu'il a pu découvrir. Et bien sûr, on assiste aussi à de l'espionnage, des personnages sombres qui viennent mettre leur nez là-dedans, les surveiller. Et donc, on assiste ensuite à une course contre la montre à celui qui arrivera le plus vite au bout de ce grand codage architectural mis en place sous François Ier pour pouvoir découvrir quel est le secret ou voir le trésor qu'il y a au bout. Donc, beaucoup d'ésotérisme, comme tu le disais. D'action, de suspense, d'enquête et aussi de révélation, d'informations pas ou peu connues du grand public. Est-ce qu'on pourrait te qualifier du Dan Brown français ou du nouveau Dan Brown français? Oui, après, moi, en tout cas, en tant que lecteur, j'aime bien Dan Brown pour ce qu'il fait. Sur l'aspect scénaristique de ses romans, et je m'en suis beaucoup inspiré pour ma propre façon d'écrire mes 3 premiers romans, dont L'héritage des rois, bien sûr. Donc oui, Dan Brown pour moi est une référence dans le domaine de la chasse au trésor, si je peux dire, moderne, avec une dose d'ésotérisme qui fait réfléchir. Donc on peut dire que L'héritage des rois est vraiment dans cette veine-là, en tout cas. Par contre, bon, c'est pas un auteur américain, c'est un auteur français avec des murs et des châteaux français et un interview avec des chaînes web françaises. Donc, c'est pas le même contexte. Non, peut-être pas le même contexte, mais bon, la French Touch, on a une approche aussi qui est différente, même au niveau que ce soit au niveau cinématographique ou au niveau littéraire. Et je pense pas qu'on ait à avoir honte de nos homologues qui sont forcément très connus et richissimes de l'autre côté de l'Atlantique. Tout à fait. Moi, ce qu'on peut aimer chez les Américains, c'est leur structure de roman très très bien faite. C'est des page turners. Ça veut dire qu'on finit un chapitre, on n'arrive pas à en décrocher, on est obligé de continuer. Donc ça, c'est des choses dont je me suis inspiré pour pouvoir aussi donner le rythme dans mon roman. Mais
La limite, c'est que ça devient trop prévisible. On a souvent les mêmes archétypes de héros. Toujours, si on prend Dan Brown, bien sûr, notre Langdon. Et puis derrière, on a toujours une femme qui est du même profil, quoi, la super fille qui est prête à tout, qui fait des trucs incroyables. C'est presque Wonder Woman. Bon, et puis ça, c'est toujours à peu près la même mécanique. Par contre, moi, je suis pas du tout dans ce genre de choses formatées. Mon objectif est de surprendre mon lecteur autant de fois que possible dans le roman, donc j'essaie de casser un peu tous ces archétypes littéraires. Voilà, c'est aussi ce qui distingue la plume américaine de la plume française. Alors, pour ceux qui diraient Dan Brown, mais ça me parle, c'est quoi? Dan Brown, c'est le Da Vinci Code, c'est Ange ou Démon, c'est Deception Point, son dernier, je l'ai plus en tête. Moi non plus, je l'ai pas encore, mais il est sorti il y a pas longtemps. Mais bon, il y en a eu d'autres. Et puis à chaque fois, il y a eu, enfin pas à chaque fois, mais il y a eu des adaptations cinématographiques aussi. Donc non, c'est quand même une référence, c'est une pointure et il mène bien son scénario. C'est toujours Inferno, la dernière. Inferno, ouais, bien sûr. Avec Omar Sy. Oui, exactement. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du contexte de ce thriller ésotérique, mais moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu en es arrivé à écrire 3 livres? Parce que dans la tête de beaucoup, c'est oh mon Dieu, pour être écrivain, il faut avoir fait un bac L, je l'ai fait à l'ancienne, hein, parce que je ne sais pas les nouvelles appellations, un bac L ou un bac philo, etc. Comment est-ce qu'on en arrive à ton parcours? Parce que moi je sais que tu n'as pas fait un bac littéraire. Non, j'ai pas passé de bac littéraire. Moi, je suis de formation scientifique. Hein. À partir de là, bon, je pense que pour écrire un roman, il faut avoir quelque chose à raconter. Ça, c'est le point de départ. Si on ne l'a pas, on n'écrit pas de roman. Quelle que soit sa formation derrière, ou avant, je veux dire, peu importe, tant qu'on a des choses à déballer qui potentiellement peuvent intéresser un large public et qu'on est capable de le mettre en scène de manière à se mettre à la place du lecteur pour que quand il le lit, il se dise « Ah, ça me plaît, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de poursuivre ». C'est aussi se mettre à la place du lecteur, hein, un écrivain. C'est pas il écrit pas que pour lui, normalement. Hein, il écrit aussi pour son lecteur. Et donc, moi, quand j'écris, à chaque fois, je me dis, si je lis ça, est-ce que je suis content, pas content? Est-ce que j'ai envie de fermer le livre ou envie de continuer? Donc, c'est un état d'esprit qui n'est pas du tout lié à une formation. J'étais toujours dernier en français et mauvais en philo. J'ai des notes catastrophiques. Ça m'a jamais intéressé de lire les œuvres littéraires qu'on m'imposait à l'école. Je suis désolé pour tous les profs de français potentiellement qui entendront ça, mais moi, ça m'intéressait absolument pas. Et le français a commencé à m'intéresser quand j'ai eu besoin d'écrire un livre. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait du boulot parce que il fallait que j'écrive correctement en termes grammaticaux, choisir les bons mots, pas faire de fautes d'orthographe, etc. Donc là, voilà. Là, on rentre dans l'aspect pratico-pratique du littéraire, mais c'était secondaire. Je pense pas qu'il y ait besoin d'être de formation littéraire uniquement. Pas besoin. Il n'y a pas que les littéraires qui peuvent écrire des livres, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, en tout cas, voilà, c'est encourageant. Et puis même pour tu vois, les profs de français, finalement, même ceux qui étaient au fond de la classe, hein, on peut en faire quelque chose au final. Exactement. Il ne faut jamais sous-estimer le dernier élève. C'est souvent celui qui est le plus plein de surprises. C'est tout à fait ça. Ton premier roman, du coup, quel était son titre? Donc, À l'aube du 7e sens, qui est paru en 2008 dans le cadre d'un concours dont le président du jury était Paulo Coelho. Et sur 500 écrivains, j'ai eu de la chance d'arriver 2e avec le coup de cœur de Paulo Coelho. Et en même temps qu'un coup de cœur, ça a été un super coup de pouce pour démarrer mon aventure dans l'édition. En tant que nouvel auteur inconnu du grand public et publié pour la première fois. Donc, avec les éditions Les Nouveaux Auteurs, donc qui est un éditeur assez particulier en France qui se donne pour mission de faire émerger de nouveaux auteurs inconnus du grand public
à travers leur premier roman, en leur donnant une chance d'être publiés nationalement comme un auteur connu. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pu démarrer avec ce premier roman. 3 ans plus tard, en 2011, je sortais mon deuxième, donc il s'appelle Ces mensonges qui arrangent, qui est donc mon deuxième roman. Donc les 3 romans avec l'héritage des rois sont liés par les personnages. Hein. Par contre, ils sont complètement construits indépendamment les uns des autres. On peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Et si j'ai bien fait mon travail en lisant le troisième, par exemple, ça te donne envie de lire les précédents, puisqu'on a envie de connaître normalement l'histoire des personnages avant ce qui se passe dans le troisième. C'est bien, c'est malin, c'est comme ça qu'il faut faire, effectivement. Ça s'appelle du marketing. C'est ça. Allez, une dernière question, Jérôme. Maintenant que tu as finalement touché de près la recherche, à proprement parler de terrain, là, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, tu as fait une vidéo avec l'association Révélation, je crois, il y a 4 opus où vous parcourez tout le chemin du mystère de Chambord, Fontainebleau et compagnie. Est-ce que ça t'a donné envie, peut-être, de basculer non plus du côté romancier pour le prochain numéro, mais plus du côté chercheur et être toi-même chercheur de terrain? Ça là-dessus, pas forcément. Je pense que je laisse à Didier Coillac, la personne avec qui j'ai travaillé et auprès duquel je me suis rapproché pour écrire ce livre, qui lui est né pour décrypter, décoder et trouver les choses. Et puis moi, à la rigueur, je suis plutôt la personne qui arrive dans un second temps pour pouvoir retranscrire ces découvertes d'une manière romanesque ou dans une fiction quelconque. Alors peut-être qu'un jour ce sera en vidéo. Pour l'instant, c'est en roman. Mais je suis plutôt dans cette logique là que aller moi-même faire des recherches comme le fait Didier, parce que c'est un boulot à part entière, ça. Ouais. Tu penses qu'il y a encore des choses à découvrir, des mystères à découvrir en France? Oh oui, il y en a beaucoup. Les anciens bâtisseurs, architectes, sculpteurs ou artistes d'une manière générale ont codé beaucoup de choses dans leurs œuvres de tout temps, enfin, surtout durant la période Renaissance, qui est très riche là-dessus. Donc il y a encore d'autres choses à découvrir, d'autres choses qu'on connaît déjà et qui manquent plus qu'à être retranscrites en roman pour le faire découvrir à un lectorat. Mais je dirais pas que c'est limité, évidemment, mais en tout cas, il y a largement de quoi faire pour pouvoir occuper un romancier toute sa vie. Bon, bah c'est cool. Ça nous laisse des beaux jours, et en tant qu'intervieweur et en tant que romancier. Bon, ben, je te remercie, Jérôme, de ton passage. Eh ben, avec plaisir. Et merci à toi de m'avoir accueilli pour parler de tout ça. Et puis, bonne continuation sur Miasme TV. Merci. Voilà, Dino. Qui c'est qui nous manque? Il nous manque encore quelqu'un pour finir cette soirée en beauté. Lily. Eh oui, c'est ça. Allez, Lily Oz, que j'ai déjà enregistré. Eh bien, bonsoir Lily, comment vas-tu? Salut Antoine, bonjour à tous. Ça va très bien, je me sens très bien. Vive 2018. Ouais, parce qu'effectivement, ben voilà, ça y est, on recommence une nouvelle saison ensemble. Hein. Et donc pour 2018, en introduction de ta chronique de Vénusienne, tu voulais nous parler de l'engagement. Voilà. Alors, avant toute chose, je voudrais quand même vous souhaiter à tous une très belle année 2018, puisse cette année vous permettre de réaliser vos vœux les plus chers, mais surtout de vous réaliser vous-même. Et je voudrais profiter justement de ce passage à la nouvelle année pour inviter en fait chacun de vous à s'engager pleinement dans sa voie personnelle. 2018, c'est l'année 11, l'année de la réalisation, l'année où les doutes laissent place à l'action constructive. 2018 marque l'entrée dans un nouveau cycle, celui par lequel en fait on s'enfante soi-même et où on réalise ici-bas ce qu'on est vraiment. Alors on a eu une année 2017 pour beaucoup de personnes, en tout cas ça a été une année pleine de deuil, de renoncement, de séparation, de mouvement, de changement, de transformation. On devait en fait se défaire de tout ce qui n'était plus utile pour nous,
afin précisément d'accueillir la nouveauté. Car en 2018, justement, c'est une véritable renaissance qui nous attend. Or, cette renaissance, cette réalisation de soi n'est possible que si chacun s'engage dans son chemin d'incarnation, et cela malgré la peur ou le sentiment d'impossible. Humain, rien n'est impossible pour l'âme qui vibre en harmonie avec les désirs du cœur. La plupart d'entre vous ont entendu parler de la loi de l'intention. Mais ce que la majorité des gens ignorent, c'est que cette loi va de pair avec la loi de l'alignement. Ce n'est pas notre petit ego, la personne en fait que nous sommes ici et maintenant, qui définit et dirige les intentions. C'est notre âme. Et notre âme, elle a son propre plan de développement. Elle sait ce qui est juste pour elle-même, que ce soit des bénéfices ou des épreuves. Et ces épreuves lui seront utiles pour son développement. C'est d'ailleurs pas un hasard si on parle de la magie, puisque c'est l'âme qui agit et qui entre en résonance avec l'univers. Ainsi, la loi de l'intention ne peut réellement marcher que lorsque les désirs de l'ego, de la personne que nous sommes ici, s'alignent et se soumettent à ceux de l'âme. La loi de l'alignement, c'est lorsque tous nos corps, du plus dense au plus éthérique, s'alignent pour former un continuum. Précisément, il s'agit d'éclairer en soi l'ensemble du continuum de l'être, ce spectre qui traverse plusieurs dimensions et que l'on peut visiter en soi-même à chaque fois que l'on modifie son état de conscience. Enfants de la Terre, l'heure est venue pour chacun d'entre vous de prendre véritablement sa place dans le plan collectif. Il s'agit de vous engager pleinement vis-à-vis de qui vous êtes, sans vous soucier de comment réaliser vos ambitions, ni de ce que les autres penseront ou diront de cela. Chacun d'entre vous est venu ici pour apporter un cadeau à la collectivité. Et précisément, il s'agit de faire le cadeau de votre unicité. Et cette unicité, personne n'est en droit de la juger, personne n'est en droit de l'indexer ou de vouloir la rendre conforme à un modèle préétabli. Et oui, c'est une erreur fondamentale que de vouloir se rendre conforme aux attentes du monde extérieur. Il n'existe pas une seule voie, mais une infinité de chemins à explorer en fonction des buts particuliers que nos âmes se sont fixés. Je sais à quel point il est difficile de se détacher de la peur et de ne plus se laisser empêcher justement par la peur du jugement ou de la précarité, par exemple. Mais c'est pour cela qu'il est important de s'engager pleinement. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'engager ? S'engager, d'abord, c'est s'aimer. L'engagement, c'est la colonne vertébrale de l'amour de soi. Ne pas respecter ses engagements, c'est se trahir soi-même, c'est être en incohérence avec soi-même. Respecter ses engagements, c'est se respecter soi-même, c'est être fidèle à ses principes, fidèle à cet être vibrant qui n'aspire qu'à s'accomplir. Mais s'engager, c'est aussi donner du sens à sa vie. C'est décider de s'entreprendre soi-même. Or, la mise en mouvement de l'être favorise l'inspiration et la créativité. S'engager, c'est donner une direction à ses projets et un sens à sa vie. Peu importe qu'il s'agisse de s'engager dans des grandes causes, dans un travail ou auprès de ses proches. L'important, c'est de comprendre que chacun de nous est utile à son niveau et à sa juste place. Lorsqu'on s'engage, on s'offre à soi-même également un formidable moyen de découvrir notre potentiel et ses capacités. Chacun a un rôle à jouer dans la réussite ou l'échec collectif. Et prendre conscience de cette responsabilité, c'est aussi prendre la mesure de notre véritable importance. Que l'on soit balayeur ou chef d'entreprise, nous avons tous à nous responsabiliser et par là même à renouer avec notre véritable potentiel. Beaucoup d'individus formatés par les injonctions sociales pensent qu'ils ont un rôle insignifiant, qu'ils ne sont pas importants, qu'ils sont même impuissants. Ils croient en fait à l'impossible simplement parce qu'ils se sont mis à croire en les autres, en ces autres qui nous mettent en garde, qui nous incitent à renoncer à nos plus belles et à nos plus hautes ambitions. Ne vous laissez pas contaminer par la peur des autres. Si votre cœur vous dit de peindre, alors peignez.
ne pensez pas comment vous ferez pour devenir peintre. Juste peignez, et puis tout se mettra en place. Il ne s'agit pas de trouver la reconnaissance ni l'accueil de la société, mais de vous reconnaître vous-même, de vous accueillir vous-même. Faites simplement ce que vous avez à faire, sans vous soucier des moyens de réaliser vos désirs. Mettez-vous en route et vous verrez, tout est déjà prévu pour vous aider sur ce chemin. Alors, enfants de la Terre, osez vous déployer, osez vous engager dans la voie que votre âme a choisie pour vous. Oubliez la peur et les jugements, ne cherchez pas comment vous réaliser. Écoutez simplement ce désir en votre cœur qui sans cesse revient sonner à la porte de votre mental effrayé. La foi n'est rien d'autre que la confiance que vous accordez à votre ressenti intérieur. Or, vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous faire confiance. S'engager, c'est en fait suivre son cœur plutôt que de répondre à la peur. Soyez certain que ce que votre cœur souhaite, c'est d'aimer, de vibrer, de résonner et de rayonner la joie. Alors humains, réjouissez-vous, car le temps est venu de vous engager envers vous-même, car le temps est venu de vous réaliser dans la matière, de réaliser ce cœur vibrant et généreux qui vous anime. Merci Lily. Alors finalement, moi ce que je retiens de tout ça, c'est que cette tradition d'échange de vœux en début d'année, c'est presque une mauvaise chose, parce qu'on n'a pas de baguette magique, nous, pour pouvoir réaliser les souhaits des autres. Plutôt que de souhaiter les bons vœux aux personnes, on devrait plutôt les encourager à ce qu'elles parviennent à mettre elles-mêmes tout en œuvre pour réaliser leurs propres vœux, leurs propres désirs, leurs propres projets. Oui, en même temps, c'est vrai qu'on dit que le verbe est créateur, que la parole est créatrice, et c'est vrai que c'est un petit peu comme quand on te souhaite bon anniversaire. Te souhaiter bon anniversaire, on se limite à une journée, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un vœu, c'est de passer une bonne journée. Donc c'est vrai que si on prononce des vœux, en tout cas, ça peut être bien quand même de penser à justement ce qui est bon pour l'autre, ce qui est juste pour l'autre, ce qui lui manque, ou ce qu'il a besoin lui, ce qu'il a envie de conquérir dans sa vie. Voilà. Mais c'est toujours bien de souhaiter des vœux. Moi, je crois à l'idée que ça porte quand même une vibration et que quand quelqu'un te souhaite quelque chose, bah, il a un petit impact. Après, évidemment, tout dépend si tu lui donnes ou pas le pouvoir d'agir avec sa parole sur toi. C'est un peu le concept de la magie, justement, et possiblement de la magie noire. Quand je dis on cherche la validation, où on croit à l'impossible parce qu'on a cru la parole de ces gens qui, eux, ne croient pas, tu vois, qui sont dans cette idée, c'est impossible, tu vas te planter, mais non, mais n'importe quoi, mais t'es naïf, etc. Dès lors qu'on croit à ces paroles de ces personnes-là, c'est là où justement on se dépossède de notre pouvoir magique à nous entreprendre. Donc je suis d'accord avec toi qu'au fond, il faudrait souhaiter à chacun de se rappeler à qui il est. Voilà. Après, si tu dis à quelqu'un, je te souhaite une bonne année, puisse la lumière guider ton chemin et te reconnecter à ton âme, bon, bah, s'il n'est pas spirituel, il risque de se dire, wow, qui est cet illuminé? C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, en tout cas, moi, je te souhaite une chose au moins cette année, c'est que ton projet d'album, tu sais, on en a parlé à la fin de l'année, c'est que voilà, il voit le jour cette année. Tu vois, c'est même pas finalement un souhait que je te souhaite à toi, c'est un souhait que je souhaite à tous ceux qui t'apprécient, qui apprécient tes chansons, c'est de voir apparaître cet album. Ça, c'est un vœu qui doit marcher, logiquement. Non, mais je suis absolument certaine que 2018 sera un accouchement pour de nombreuses choses dans ma vie, et notamment pour la musique. Donc, merci de m'accompagner avec ton vœu, et je pense que ce n'est qu'une question de délai, mais 2018 est une année quand même, il y a un an quand même. Hein, donc, tout à fait. Dans un an, j'ai pas accouché de mon bébé, c'est emmerdant quand même. Là. Mais bon, la vie a son propre rythme. Hein, mon ego dit ça. Qu'est-ce que mon âme a choisi pour moi? Surprise. En fait, il y a cette idée qu'il faut s'abandonner un peu à la vie. Tu vois, c'est un peu le concept du lâcher prise et finalement s'engager à servir sa propre âme. C'est à ça que j'appelle chacun. C'est vraiment à se dire, j'arrête de diriger ma vie avec mon mental en me disant que c'est par là qu'il faut que j'aille et que si je veux faire ça, il faut que je fasse ci, ça d'abord. Il faut juste se focaliser sur l'intention qu'on a. Voilà, j'ai l'intention de faire un disque, même si je ne sais pas comment.
Et au fond, à partir du moment où on écoute ce désir qu'il a à l'intérieur, qui émane de l'âme, alors c'est là où justement on peut finalement entrer dans le chemin des synchronicités, puisqu'on se rend compte que sur notre chemin, tout est prévu pour nous accompagner dans ce désir de l'âme qui a, du coup, qui résonne en harmonie avec le monde, en fait, tu vois. C'est pour ça que c'est important de prendre sa place, et de plus en plus, c'est important, plus on avance là dans notre époque qui est extrêmement conflictuelle, où il y a une espèce de clivage entre des mondes, c'est le moment où justement il faut s'engager. Celui qui ne s'engage pas, qui reste au milieu, qui ne sait pas trop où il crèche, il est fragile en fait. Voilà. Quand on sait qu'on défend quelque chose, il n'y a pas de bien ou de mal, si tu veux. Il y a des gens qui viennent pour porter d'autres ambitions que les nôtres. Ils ne sont pas à juger, ni à condamner, ni à combattre en fait. Hein. Personne n'est à combattre. Il faut simplement reconnaître qui on est nous, s'occuper de s'accomplir soi et de faire ce qu'on a à faire. Or, ce qu'on a à faire, c'est rarement d'aller chasser les autres. Alors d'ailleurs, tu me permets d'avoir une transition en or avec la deuxième question que je voulais te poser. Effectivement, personne n'est à combattre, hein, chacun suit ses propres engagements, sa propre voie. Et je voulais avoir un petit peu ton point de vue à toi, ta vision. Il me semble que tu as étudié, entre autres dans ton cursus universitaire, le fanatisme, les gens qui suivent d'autres personnes aveuglément. Et tu sais qu'on est actuellement attaqué par un groupe qui se fait appeler la Confrérie du Pouce Rouge. Et je voulais avoir un petit peu ton avis sur la façon dont ils procèdent. Comment est-ce que tu l'analyses? Bah, il est vrai que la personne qui pense que son projet de vie, c'est de s'en prendre aux autres, n'a pas cerné, je pense, son objectif central. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut entendre aussi que dans le fanatisme, en fait, le fait d'être contre quelque chose, c'est-à-dire que le fan, si on prend un fanatique de quelque chose, il va être pour quelque chose, mais l'anti, celui qui est antisémite, qui est raciste, celui qui est anti quelque chose, hein, même le mec qui est anti Justin Bieber, en fait, par exemple, il est dans une relation aussi il est dans une relation affective qui dépasse le cadre, en fait, je dirais, de la construction. Il y a quelque part, chez les gens qui combattent l'autre, une difficulté à positionner son identité en juste séparation avec cet autre. C'est-à-dire que, paradoxalement, quelqu'un qui est sûr de lui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il a son pouvoir personnel, il le garde pour lui-même. Il ne va pas s'intéresser à ce que cet autre va menacer chez lui. Donc, les personnes qui se sentent menacées par autrui, d'une manière générale, sont des personnes fragiles, en fait, d'un point de vue de leur propre identité, qui n'ont pas à renouer avec qui elles sont. Et donc, cette logique-là d'aller combattre l'autre se fait, je pense, à défaut de chercher à se construire soi. Et elle en est même le symptôme de quelque chose qui n'est pas construit chez soi. D'abord parce que, selon que la personne est anonyme ou pas, déjà, si la personne est anonyme, alors c'est encore pire, je dirais, c'est que il y a en plus d'une difficulté à s'incarner et à trouver sa juste voie, il y a en plus la lâcheté, tu vois, le besoin d'avoir un pouvoir parce qu'on n'a pas repris le pouvoir en soi. Les personnes qui le disent très clairement et qui sont des personnes qui vont s'engager publiquement, bon, déjà ont un peu plus de courage quand même, je trouve que c'est déjà mieux. Mais on peut quand même s'interroger sur leur besoin d'exister par eux-mêmes. C'est-à-dire que le fait de s'en prendre à des leaders d'opinion, de s'en prendre à des gens qui sont médiatisés, qui vont avoir une influence, en fait, va permettre à ces fans anti, si on peut les appeler comme ça, d'accord, d'exister. Pourquoi? Parce qu'on va leur donner tout d'un coup de l'importance. Tout d'un coup, ils vont exister. Ah bah oui, tiens, ils vont devenir le centre du monde. Tu vois? C'est-à-dire que c'est le mec qui vient comment on les appelle ça, là, les trolls, ouais. Voilà, les trollers, enfin les trolls, sont des gens qui, en fait, n'arrivent pas à exercer leur propre influence, puisqu'ils vont chercher chez ceux qui en ont une manière de s'incruster, en fait, dans cette sphère d'influence pour exister. Et pire encore, c'est souvent le cas, par exemple, d'un fan qui peut-être avait au départ un intérêt pour quelque chose,
et qui n'a pas su trouver sa place, ou n'a pas ressenti la reconnaissance. Tu vois, c'est un peu comme, je vais faire ce parallèle, mais je pense qu'il est juste. Quand tu es dans une classe à l'école, il y a parfois ce qu'on appelle les grandes gueules. Tu vois, des gens qui vont être mécontents, qui vont tout critiquer, qui vont se la ramener tout le temps. Pourquoi? Parce que ils ont besoin qu'on fasse attention à eux. Ils ont besoin d'exister pour l'autre. Et donc, quelque part, leur donner de l'intérêt, c'est répondre à leurs besoins. Tu vois, donc c'est très compliqué parce que là, la communauté des pouces rouges utilise un algorithme, enfin se sert d'un outil d'ailleurs qui est discriminatoire de YouTube. Pourquoi YouTube met des pouces rouges? Pourquoi faire? Si t'es pas content, tu peux commenter. Donc c'est quand même, sachant que plus on met de pouces rouges, moins on est vu, c'est quand même une manière quand même de stigmatiser et d'encourager encore là la quête de la popularité. Et cette quête de la popularité, elle est dangereuse. Parce que justement, c'est aussi ce qui conduit ces conduites fanatiques. Le fait d'être animé par un désir de reconnaissance, de ne pas se reconnaître soi, c'est ça qui va nous conduire à nous conformer, finalement à nous mettre dans des logiques de groupe, parce que c'est ça, c'est une fraternité, comme ils disent, une confrérie. Donc ils sont dans une logique où le groupe va donner la reconnaissance à l'individu et non plus la société, puisque la société n'aura pas fait son boulot. Et en fait, c'est pour ça, c'est la même chose qui se passe chez un terroriste, en fait. C'est que souvent, si on prend les terroristes là qui ont été, qui ont fait les attentats, que ce soit au Cacher ou à l'Hypercacher, chez Charlie Hebdo ou voilà, ou les attentats du 13 novembre, on se rend compte que ce sont des Français qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans les structures sociales, qui n'ont pas reçu la reconnaissance de la société et qui ont du coup souffert de ça et qui du coup ont trouvé dans la communauté un moyen de se sentir fort et reconnu. Donc, plus on sera dans des sociétés normatives qui vont nous dire soit comme ça, et plus on va vouloir se conformer à ça, et moins on va obtenir validation, puisque en réalité, on n'obtient jamais la validation sociale. Pour être validé socialement, et je prends même, je dirais, les gens les plus influents, prenons, je sais pas, l'exemple de Jean Dujardin. Quand Jean Dujardin, il a fait son succès et qu'il a eu un Oscar à Hollywood, du jour au lendemain, il est devenu un connard pour tout le monde. C'est-à-dire que on s'est mis à l'attaquer dans la presse, à dire que ça y est, il avait pris la grosse tête juste parce qu'il a réussi. Donc, en fait, plus on monte, plus le monde est exigeant parce que on est dans un système qui ne veut pas que l'individu s'épanouisse, qui ne veut pas que tu te sentes reconnu et que tu reconnectes avec qui tu es. On veut que tu sois docile. Et donc, quand les gens comprendront que donner son pouvoir à l'autre, ne pas se reconnaître et s'accueillir et se prendre pour projet essentiel de sa vie, c'est finalement être esclave du désir de l'autre et s'aliéner en fait à ça. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on continuera à être dans des sociétés fanatiques avec des actions très violentes. Et puis on sait en plus que quand on est dans un groupe, on perd la relation à soi. Tu vois, ça me fait penser à ces viols collectifs ou à des choses comme ça, où tout d'un coup, l'effet de masse va diluer l'identité individuelle. Et ça, c'est super dangereux. C'est ce qui fait que on arrive à la barbarie, en fait, et qu'on peut avoir des massacres ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de s'engager à se reconnecter avec soi, quoi qu'il en coûte. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que ça leur coûte plus cher et que ça coûtera plus cher à leur entourage et à la société que de vouloir correspondre à cette attente imaginaire définie en plus par des industries de ce qu'il faudrait être pour être socialement acceptable, en fait. Voilà, alors c'est pas la première fois que je le dis, mais justement, c'est très bien de pouvoir l'articuler avec cette idée du fanatisme, parce que, au fond, le fanatisme, il est partout, hein. Il est partout. Dès qu'il y a un problème d'identité, il y a un besoin de revendication. Voilà, normalement, une identification à une personnalité, on va dire le fanatisme, si on peut dire qu'il y en a, mais la fanitude, on va dire positive, celle par laquelle
on devient fan d'un artiste ou je ne sais quoi, ou d'une œuvre. C'est quelque chose qui a pour but de nous construire. Donc, au fond, c'est une mise en place d'une solution, d'une stratégie identitaire pour se construire. Voilà. Le problème, c'est que chez les gens qui sont contre, il n'y a pas un besoin de s'approprier cette identité de l'autre, il y a un besoin de faire la part entre qui je suis et ce qu'est l'autre, parce que c'est pas clair. Tu vois, le mec qui a confiance en lui, c'est pas lui qui va aller te taper dessus. C'est pas lui qui va aller mettre des pouces rouges sur ta chaîne. Je suis désolée, mais je veux dire, au fond, il y a quoi, 6000 vues sur les vidéos, c'est insignifiant. Compte tenu du pouvoir médiatique contre lequel, on va dire, on a affaire, face auquel on a affaire tous les jours, et dont on devrait se défendre. Mettre toute son énergie à combattre, je sais pas, le voisin, c'est dommage quand même. Au lieu de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire moi pour apporter, construire dans cette société? Comment je fais pour apporter ma richesse? C'est quoi la richesse de ces gens? Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent rien. Ils proposent de s'unir pour venir te faire chier. C'est con quand même. C'est quoi leur idéal commun? C'est malheureusement ça, ils ne proposent rien. Ouais. Est-ce que ces gens sont anonymes tous ou... Oui, bien sûr. Bien sûr. Tous anonymes et... Bon, j'ai réussi à discuter avec un des leaders. Les arguments qu'il apporte ne sont pas mauvais en soi, mais tu vois, dès qu'on veut les inviter justement à venir... Bah oui, et c'est quoi ces arguments alors? Non, mais leurs arguments, ils sont relativement simples. Hein. C'est que nous sommes des chaînes complotistes, nous sommes des chaînes dangereuses parce que nous abordons des sujets dont nous ne pouvons pas prouver l'existence, comme l'ufologie, les voyages astraux, tu vois, la médiumnité, etc. Malgré tous les témoignages qu'il y a, malgré même des témoignages officiels hein, qu'il y a, mais bon, c'est pas grave, on ne peut pas le prouver. Voilà. Et c'est surtout qu'on ait des dangers pour leurs enfants et pour toutes les personnes qui sont faibles et qui pourraient mal interpréter ce qui est dit et en arriver à des actes extrêmes. Voilà, grosso modo, c'est ça. Ça, c'est un argument qui est très faible. Enfin, moi, je vois ça comme un argument très faible. D'abord, c'est pas parce qu'on n'est pas... peu importe que les choses aient été prouvées ou pas prouvées, en fait, peu importe. D'ailleurs, même qu'on soit... Pourquoi on aurait tous besoin d'être d'accord, déjà? Si on observe le monde, je veux dire, les Chinois, ils pensent pas du tout la même chose que nous, les Américains non plus, les Africains non plus. Quoi, là, on va exterminer les autres parce que ils sont dangereux d'être différents. Je trouve ça très flippant, moi. C'est comme ces invectives, là, et malheureusement, c'est devenu un modèle social. C'est-à-dire que c'est normal, aujourd'hui, quand on écoute notre système, hein, de se moquer de l'autre, de l'humilier, de pointer du doigt là où, justement, il n'est pas en phase avec le modèle dominant. Et c'est quand même un appauvrissement très, très, très clair. Et puis, alors, par ailleurs, c'est un aveu d'impuissance, quoi, j'ai envie de te dire, parce que moi, je suis mère, mon enfant, je veille à ce qu'il regarde, par exemple. Tu vois, si j'ai pas envie qu'il regarde TF1, il regarde pas TF1. D'ailleurs, il regarde pas TF1. Parce que pour moi, c'est bien plus dangereux de regarder TF1 que d'écouter une vidéo conspirationniste. Il faut apprendre aux gens et à ses enfants à développer des armes. C'est pas en étant derrière le cul de nos enfants, en empêchant à nos enfants d'être confrontés au danger, qu'on va les apprendre à être forts dans la société. Il faut leur donner le discernement, la capacité de penser, de se faire une opinion propre. Pour ça, faut-il être capable déjà soi-même d'être en capacité de fonder sa propre opinion. Est-ce que ces gens ont une opinion personnelle? Est-ce qu'ils vont la défendre demain? Est-ce qu'ils ont le courage d'assumer ce qu'ils pensent? Non. Donc on va chasser les gens qui ont le courage d'assumer ce qu'ils pensent. Moi, je ne suis pas en accord avec tout ce qui est dit, tous les invités de Miasme TV. Simplement, on a le droit de coexister. Et au contraire, c'est cette richesse, cette diversité qui va permettre à chacun, c'est pas en étant enfermé dans des cases. Et puis dans ces cas-là, je veux dire, il y a une méthode beaucoup plus simple. Pour un parent qui s'inquiète pour son enfant, dans ce cas-là, il supprime Internet. Il interdit YouTube. Parce que c'est pas en mettant des pouces bleus là ou des pouces rouges là que ça va changer, avoir un impact quelconque, en fait, en vérité, sur ce que cet enfant aura, ce à quoi il aura accès. Voilà, pour moi,
on est aujourd'hui à une ère de censure très grave. On est dans un contexte presque de dictature. Je veux dire, il faut mettre des mots. Aujourd'hui, les gens n'osent plus prendre parole. Parce qu'il y a on montre les gens du doigt, parce qu'on les moque, parce qu'on les humilie publiquement. Et que ça, c'est à la télé tous les jours. Et c'est normal. Il y a un attentat, lui, là, t'as vu, il réagit mal, quel gros con, il s'est mis en colère, c'est un gros con. Mais qui es-tu, toi, pour dire comment on doit réagir? Voilà, c'est ça le fascisme, hein, c'est dire, tu dois penser comme ça, tu dois parler comme ça, tu dois agir comme ça, tu dois croire comme ça, etc. Et quel que soit le niveau, c'est-à-dire que ce soit un conspirationniste qui dise t'es idiot parce que t'as rien compris, ou que ce soit le mec qui est mainstream et qui dit t'es idiot parce que tu crois qu'il y a une conspiration alors qu'il n'y en a pas, c'est un miroir. Et c'est pour ça je renvoie les gens vers cette chronique que j'avais faite sur le jugement qui nous enferme nous-mêmes. Observons qu'à chaque fois que les gens se jugent les uns les autres, en fait, ils vont faire la même chose avec eux-mêmes. Et donc, ils ne sont pas libres. Ils s'enferment dans des images. Il faut correspondre à une image, à un truc imaginaire, à une injonction, et puis voilà, c'est ça. Je sais pas, c'est facile aujourd'hui de se cacher derrière le vide, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, s'il y a des hackers qui nous écoutent, ça serait juste génial de pouvoir rendre visibles ces gens qui, tout simplement, pour leur faire comprendre qu'on soit à égalité, tu vois. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que après cet échange, j'espère que ça les fera réfléchir. En tout cas, moi, je pense que j'arrive mieux à les comprendre, tu vois, grâce à toi. Et puis finalement, je les pardonne, tout simplement, parce que je comprends que il faut qu'ils grandissent. Il y a quelque chose à construire. Je ne pense pas qu'en m'entendant, ils nous apprécieront plus. Hein. C'est-à-dire que si tu dis ça à quelqu'un, il va te détester. Mais non, s'ils sont intelligents. Sans no comment. T'as l'impression qu'on a un rapport à ces images qui est extrêmement violent, quoi. Et on le voit bien avec les personnalités, plus elles sont connues, plus c'est violent, et plus on va se foutre de leur gueule. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a conquis en soi? Le mec qui est là, qui se réjouit du malheur de l'autre, c'est triste pour lui. Moi, je préfère me réjouir qu'il soit heureux, je préfère me réjouir qu'il y ait des gens qui fassent des choses. Et puis, si j'ai pas envie d'entendre les conneries d'un tel, je me dis, c'est vraiment des conneries, puis je change de chaîne, de channel sur YouTube. Il y a quand même des milliards de vidéos sur YouTube. Ouais. Moi, je dis, faites-vous du bien, allez regarder les vidéoclips de Justin Bieber, et puis comme ça, tout ira bien. Mais il a des haters, Justin Bieber. Oui, je suppose. Voilà, il y a des pages Facebook avec des millions de gens qui détestent Justin Bieber et qui se mettent à le combattre. Donc, au fond, il faut aussi accepter une chose, Antoine, c'est que quand on commence à avoir de l'influence, c'est là où on se retrouve attaqué. Et donc, c'est une forme indirecte de reconnaissance de l'impact social que tu crées. Voilà. Donc, c'est positif et il faut pas donner trop d'importance à ces gens, à ces parasites, au fond, qui ne sont plus des gens, qui sont juste une masse, qui s'est désidentifiée d'elle-même, qui n'a plus de nom, plus de forme, plus de visage, et qui a juste pour but d'exprimer une frustration, en fait. C'est tout à fait ça, voilà. De toute manière, voilà, on voulait en parler dans cette émission, au moins pour pas faire l'autruche, pour pas dire on n'en parle pas, c'est pour pas leur donner de l'importance, etc. Non, parce qu'il n'y a pas de raison. Moi, je trouve que c'est bien d'exposer les faits. S'ils veulent répondre, moi, je leur ouvre une tribune. Ils peuvent très bien répondre comme ils le font dans les commentaires, et même venir à l'antenne et venir se défendre. On n'est vraiment pas fermé du tout à la discussion. Et au contraire, ils ont peut-être sûrement des très très bons arguments sur un certain nombre de choses. Voilà, venez nous les exposer. Et on sera, si on n'est pas d'accord, on sera content de vous le dire en face. Et puis si on est d'accord, eh bien voilà, il y a peut-être des terrains d'entente à avoir. En tout cas, merci Lydie pour ces explications. Je pense qu'on fera d'ici quelques semaines une émission d'ailleurs spéciale sur le fanatisme.
Parce que tu es spécialiste du sujet. Et puis c'est vrai que c'est un sujet qui est important à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau politique, au niveau culturel, même au niveau familial. Il y a aussi du fanatisme au niveau familial. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine chronique de Vénusienne. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bon, voilà, voilà, c'est encore une fois très clair hein, avec Lily. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les rubriques de chacun des chroniqueurs sur la page YouTube de Miasme TV. Vous les avez, chacun des chroniqueurs a sa playlist. Voilà. Donc si vous voulez retrouver toutes les émissions de Lily, vous allez sur la playlist des chroniques de Lily, toutes les émissions d'Amel, toutes les émissions de Philippe, etc. etc. Et ainsi que les émissions d'Aurore. D'ailleurs, Aurore, hein, je vous rappelle, elle a aussi sa propre émission, et ça s'appelle La Bulle d'Aurore. Voilà, et c'est un moment de joie, de pureté, de tendresse pendant 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, si vous voulez vous endormir et faire de beaux rêves, endormez-vous avec La Bulle d'Aurore, c'est juste délicieux. Écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour pour cette première de l'année. En tout cas, voilà, j'ai été très heureux de pouvoir refaire une émission avec la team au complet. Et puis on se donne donc rendez-vous dans 15 jours. C'est ça. C'est ça. Bon, tout le monde sera là, impeccable. Et puis j'en profite, comme on parlait de Lily Oz, voilà, pour vous rappeler que, comme elle va sortir son album cette année, chaque fin d'épisode de Miasme, jusqu'à la sortie de l'album, on va vous mettre un extrait une de ses chansons de cet album, extrait qui est tiré de l'émission en direct que l'on avait faite l'année dernière, qui s'appelait Le Cabaret Sainte-Lilith. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, portez-vous bien, et puis n'oubliez pas, donc si vous voulez nous soutenir, déjà abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications, et puis pour nous aider à lutter contre le fléau de la confrérie du Pouce Rouge, à partir du moment où vous avez regardé l'émission et que vous l'avez aimée, mettez-nous votre satisfaction avec un pouce bleu de façon à pouvoir nous aider et puis faire en sorte que ces émissions perdurent, parce que le jour où on aura plus de pouces rouges que de pouces bleus, peut-être que les émissions s'arrêteront et qu'ils auront gagné. Allez, adieu. Ciao, ciao. 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 À bientôt. Ciao. À bientôt. J'ai dans la tête des pensées qui m'embêtent, comme une tempête qui me guette, qui m'inquiète. Et je coule dans la houle, je roule, la passion dévorante, une vie débordante. Et je coule dans la houle, je roule, c'est la vie qui me prend dans ses bras. J'ai dans le cœur redouté des douleurs, mais j'ai pas peur, je m'effile mon couleur. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre, comme une folle, je décolle, c'est l'amour qui me colle. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre, c'est la vie qui me prend dans ses bras. Mais ma foi, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête à moi ça fuse et ça tournoie. Et je coule dans la houle, je roule, la passion dévorante, une vie débordante. Et je coule dans la houle, je roule, c'est la vie qui me prend dans ses bras. Sans inquiétude, je passe et puis j'élude, hâtive habitude d'oublier les temps rudes. Et je vrille et je vibre, je m'envole, je
je vibre, je m'envole, je suis libre. C'est la vie qui me prend dans ses bras. C'est la vie qui me prend dans ses bras. C'est la vie qui me prend dans ses bras.